0004-338-118 sous la présidence du juge Martin Bureau que la reine n'a plus juridiction ici au Québec, après qu'une lettre ait été envoyée à la reine pour demander sa protection. Nous mentionnons que suite à ces aveux, certains signataires ont senti l'obligation morale, y compris leur responsabilité en vertu du code criminel, de quitter la salle d'audience et de ne pas se représenter comme le juge le demandant l'après-midi, afin de ne pas accorder juridiction à des personnes qui étaient maintenant pour eux coupables de trahison et de vulgaire criminels. Le juge n'ayant pas repris le procureur de la couronne sur ses propos séditieux. Un jugement par défaut a donc été rendu contre les signataires. Donc, contre moi et mon père, il y avait M. Normandin là-dedans aussi. Le juge Bureau nous a déclaré coupable par défaut parce qu'on ne s'est pas représenté dans l'après-midi. Pourtant, on a prévenu le juge de vive voix en pleine salle de cour qu'il venait de se dire des paroles séditieuses et que c'était pas normal. Il nous poursuit au nom de Sa Majesté, puis il nous dit que la reine n'a plus juridiction. Le juge n'a jamais rien fait. Et pourtant, je voudrais préciser que l'article 3 du Code de déontologie de la magistrature oblige les juges à défendre leur profession en tout temps. Autrement dit, le juge était obligé de se défendre lorsque Danny Galarno a dit que la cour était de facto. Il devait dire non, je suis légal et la reine a juridiction. Parce qu'on sait que l'article 9, entre autres, de la loi constitutionnelle de 1867, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, confère encore aujourd'hui, cet article-là n'a jamais été amendé ni abrogé, tout le pouvoir exécutif et le gouvernement à Sa Majesté. Bon. Ensuite de ça, on va continuer. Pourquoi avoir créé des lois ou projets de loi? Je dis plutôt projet de loi parce que pour moi, ce n'est pas réellement des lois. Qui contiennent le terme État du Québec, comme le chapitre de loi 20.2, loi sanctionnée par Lise Thibault en contravention avec le renvoi de la Cour suprême de RCS 217-1998. On sait que les lieutenants-gouverneurs ont des ordres à suivre. Ils doivent sanctionner en vertu des ordres et des commandements qu'ils ont. Ils ne le font. Elle ne l'a pas fait, cette fois-ci. Madame Thibault, effectivement, M. Normandin, il parle de temps en temps, et j'aimerais beaucoup avoir, comme M. Lebrun avait suggéré, son cahier de commandement. Elle reçoit un livre, qui a été rendu en pouce, savoir c'est quoi ces ordres qu'elle reçoit. Je serais curieux de voir ça. Bon. Ce chapitre de loi-là, il semble définir le Québec comme un État purement et simplement, tout comme le Code civil en fait mention à plusieurs reprises. L'État étant, par définition, une entité politique constituée d'un territoire délimité par des frontières, d'une population et d'un pouvoir institutionnalisé. Titulaire de la souveraineté, il personnifie la nation. Le terme province est quant à lui un mot provenant de l'ancien régime français et qui signifie division territoriale placée sous l'autorité d'un délégué du pouvoir central aux divisions administratives ou territoires conquis ou assujettis. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Pour être plus précis, c'est le vrai français, le dictionnaire Larousse. D'autre part, ce qui est le plus intéressant, la définition du dictionnaire de droit québécois et canadien de Maître Hubert Reid, qui est membre du barreau du Québec, définit le mot État comme un groupement d'individus réunis sur un territoire déterminé et soumis à une autorité souveraine immédiatement en relation avec l'ordre international. Dans le chapitre de loi 20.2, on voit que l'Assemblée nationale a écrit, j'ai carrément écrit ou édicté même, qu'elle peut se représenter comme elle veut, autant que le fédéral sur la scène internationale, alors qu'ils n'ont pas cette compétence-là. Normalement, ça revient seulement au fédéral, cette compétence de se représenter sur la scène internationale, parce que c'est seulement que le fédéral qui est souverain. Et ça, on l'apprend en sciences politiques. J'ai un livre de sciences politiques où est-ce que c'est bien mentionné par des professeurs. Bon. Mais il donne l'exemple suivant, McGurry dans son dictionnaire. Le Canada constitue un État. Cependant, c'est incroyable comment on voit comment le barreau est au courant de ça, mais ils ne font rien. Cependant, les provinces canadiennes ne peuvent être considérées comme des États, même si elles entretiennent certaines relations internationales. De plus, il fait une remarque surprenante pour un ancien président du comité de réforme du Code de procédure civile de 1988 à 91, en stipulant que depuis l'adoption du Code civil du Québec, le terme « couronne » est exclu progressivement du vocabulaire juridique québécois, étant remplacé par les termes « État »,« gouvernement »,« procureur général ». Il vient de dire que c'est le procureur général qui vient prendre la place de la reine et qui il devient souverain, donc on devient un État. Le Parlement de Québec, c'est souverain, c'est sa définition de confirme. Donc, on continue.
Depuis l'Acte de Québec qui accordait l'utilisation du droit civil pour les Canadiens français, et même dans l'Acte constitutionnel de 1791, loi qui remplaçait l'Acte de Québec, il a toujours été clairement précisé que le Québec est une province et non un État ou un pays. Okay? Je voudrais faire une petite parenthèse. Dans le Code civil de 1866, on parlait déjà d'État du Québec, mais par contre, en 1866, l'acte de l'Amérique du Nord britannique n'était pas encore fait. C'était le Bas-Canada et le Haut-Canada. Donc oui, dans une certaine forme, je ne suis pas prête à l'accorder à 100%, mais sous une certaine forme, il pouvait certainement plus légitimement se dire État, parce qu'il n'y avait pas affaire à se border avec le Haut-Canada. Si on parle des langages un peu plus vulgarisés, là. Il n'y avait pas affaire à se border avec le Haut-Canada, il légiférait seul, avec, bien sûr, l'assentiment de l'Angleterre, bien évidemment. Mais par contre, en 1991, quand on créait le nouveau Code civil, le terme État ne devait plus du tout apparaître. Parce que l'acte de la nation britannique avait été fait, puis le Québec formait une province, purement et simplement. Il n'y a personne qui a dit un jour, oh oui, le Québec, il n'y a pas de problème, on accepte que ce soit un État et une province en même temps. On a vu les définitions, tantôt c'est complètement différent. Bon, pourquoi le chapitre de loi 20.2 fait mention aussi dans ses considérants que l'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle de 1982? Aucun contrat ne peut s'appliquer à une personne qui n'a point signé le dit contrat, comme l'explique dans l'un de ses écrits Alain Raby, docteur en sciences politiques. Le Québec ne peut plus faire partie du Canada, ça c'est lui qui le cite, c'est une citation. Le Québec ne peut plus faire partie du Canada d'un point de vue juridique. Moi j'ai rajouté depuis 1982 en particulier. Il en va de même, là j'ai donné un exemple, que le commun des mortels peut se comprendre. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de petites explications de fait pour comprendre, c'est parce que c'est pas toujours évident. Il en va de même pour un couple qui ne serait pas marié au sens de la loi. Il ne jouirait donc pas des mêmes droits civils qu'un couple marié. Les conjoints forment alors un couple dans les faits, de facto. Il en est de même pour le Canada et le Québec s'ils ne signent pas l'acte qui les unit au point de vue juridique. Le Québec fait donc toujours partie du Canada, mais dans les faits seulement. Effectivement, la signature d'un document, ce qui donne l'effet juridique au document, comme Maître Fontaine l'a expliqué, je n'en avais parlé tout tantôt, j'avais donné le numéro de dossier devant le juge Gilles Beauchamp. Donc, merci Maître Fontaine d'avoir admis que la Constitution de 82, le fait qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'effet juridique. Je le réitère. Bon. Ici, je ne pourrais pas confirmer que c'est une preuve directe, mais ça peut tout de même servir de preuve, si on peut dire circonstancielle, en tout cas, du moins soulever un doute raisonnable. Pourquoi le Québec n'apparaît pas dans les demandes formelles de paiement T1118 et RC 251? Ça, c'est les cotisations d'impôt qu'on reçoit. Jean-François, c'est-tu bien ça, les demandes formelles de paiement, les documents où le Québec n'apparaît pas en arrière? Oui, c'est ça. RC 251. Ça concerne l'impôt, ces documents-là, je pense. Comment? Ça concerne l'impôt, ces documents. Oui, ça va être des demandes formelles de paiement de l'Agence de revenus du Canada. Bon. RC 251 ou T1118. C'est ça. Là, vous voyez toutes les provinces ainsi que les territoires canadiens qui sont attachés justement à ces formulaires de réclamation-là, sauf le Québec. C'est ça. Et dans la loi I3, qui est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, dans la définition du mot loi, l'article 1, on dit bien loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi c'est écrit ça aussi. Donc, quand j'ai été emprisonné, c'était pas pour avoir violé la loi, les avocats le savent, ils n'ont pas le choix. Comme disait Michel, ils sont sous serment de confidentialité, ils n'ont pas le choix non plus de respecter ce serment-là. J'ai été mis en prison pour outrage au tribunal, même si Maître Guy Fontaine exigeait 90 jours d'emprisonnement par chef d'accusation. Il y en avait 6. Et je m'en suis sorti avec moins de 25 jours. Fait que c'est déjà une bonne bénédiction, Michel, je pense que c'était bon. Mais c'était simplement pour outrage au tribunal, mais ils ne l'ont pas dit. On appelle ça du caviardage, comme du caviar. Et le caviardage, c'est un terme que je viens de découvrir, qui permet aux juges, comme justement le 28 janvier dernier, le juge Gaëtan Dumas a fait effacer le repiquage audio dans lequel je me suis désigné, quand je me suis désigné Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin, le 28 janvier devant le juge Gaëtan Dumas. Écoutez, il a fait tout un drame avec ça. Il m'a dit que c'était des niaiseries et que je retardais les justiciables en arrière. Et j'ai remarqué qu'il n'a pas voulu me donner le repiquage audio.
Il ne m'a jamais donné le fameux jugement écrit. On était au pénal et criminel, j'ai exigé un jugement écrit, il n'a pas voulu le donner. Et ça a pris du temps, ça a pris à peu près 3 mois, un bon 3 mois, avant d'avoir l'autorisation de recevoir justement la cassette audio. Et mon identification a été tout simplement supprimée. Donc, il a fait des preuves. Donc, il a supprimé, c'est du caviardage. Et c'est l'article 340 du Code criminel qui s'applique. Et l'article 340 dit que si tu caches ou tu oblitères un document judiciaire, tu es passible de 10 ans d'emprisonnement. Donc, le juge Gaëtan Dumas, actuellement, est passible de 10 ans d'emprisonnement dans mon dossier. Merci, Jacques. Monsieur le procureur, vous aviez quelque chose? Oui, moi j'ai regardé pendant que c'était décrit, là, puis les avocats du gouvernement fédéral ont fait valoir que ceux qui refusent de soutenir la structure constitutionnelle fondamentale du Canada n'ont pas droit aux avantages de citoyenneté, y compris le droit de vote. Devant la Cour d'appel en avril, l'avocate du gouvernement, Christina Bagraitis, peu importe son nom, a fait valoir que la reine symbolise la primauté du droit et le droit à la liberté d'expression. Merci, Jean-François. C'est important de préciser que ça fait. Monsieur, quand vous dites législature de Québec, législature du Québec, c'est quoi ça? C'est que le dû est défini par rapport à de, qui venait comme mettre le Québec dans l'ensemble du Canada. Hein? Monsieur Lebrun, pourriez-vous venir expliquer un petit peu si... Regardez, c'est la législature de Québec, c'est ça. Alors, c'est le lieutenant-gouverneur avec le conseil législatif et l'Assemblée législative. Alors, ça, c'est dans la Constitution. Alors, on appelle ça la législature de Québec. C'est comme ça. Maintenant, en 68, quand ils ont éliminé le conseil législatif, ils ont demandé